La bataille d'Alger. Pourquoi l'a-t-on appelée ainsi alors même que cela n'a pas été une bataille au sens où l'on entend d'habitude ce mot, c'est-à-dire, selon la définition du petit Robert, l'action de deux armées qui se combattent. Rien de cela dans la bataille d'Alger. Pas de front, ni même d'affrontement direct. Des uniformes, oui, mais dans un seul camp. Et puisqu'on nage en pleine hypocrisie, il n'est même pas question de guerre puisque, officiellement, il ne s'agit que de pacification. Et pourtant, l'expression s'est peu à peu imposée, d'abord sur les ondes de Radio Alger, puis c'est le chef des paras, engagé sur le terrain, le général Massu, qui va parler de bataille, même si plus tard il a avoué trouver le terme excessif. Mais, après tout, pourquoi pas? Car l'armée française a soif de bataille victorieuse. Humiliée en 1940, chassée d'Indochine, paralysée et contrainte à la retraite à Suez, elle doit gagner. Et incontestablement, elle vaincra à Alger. Mais à quel prix? À tel point que pour la plupart des historiens, ce fut en réalité une victoire à la Pyrrhus. C'était donc en 1957, il y a tout juste 50 ans. Un véritable tournant dans cette guerre d'Algérie qui ne veut pas dire son nom. Pour la première fois, en effet, avec la bénédiction des autorités civiles, l'armée dispose de tous les pouvoirs et lâche la bride à ses officiers qui rêvaient d'appliquer grandeur nature leur théorie de guerre révolutionnaire. Monsieur X revient donc sur ces événements et des méthodes qui feront école jusque dans la lointaine Amérique du Sud. C'était il n'y a pas si longtemps, fin août 2003 exactement. Donc quelques mois après le début de l'intervention de la coalition en Irak. Et ce jour-là, à Washington, le Pentagone fait du cinéma. C'est-à-dire Des officiers d'état-major et quelques civils sont invités à visionner un film dans un auditorium de ce bâtiment qui abrite les plus hautes autorités militaires des États-Unis. Et ce film c'est la bataille d'Alger. Le film de l'italien Gillo Pontecorvo. Oui, une œuvre de 1965, récompensée à Venise, mais longtemps interdite de projection en France. Et sur la carte d'invitation envoyée à ces officiers d'état-major, on peut lire ceci, et ça mérite d'être intégralement cité. Alors, attendez, voilà. Des enfants tirent sur des soldats à bout portant. Des femmes mettent des bombes dans des cafés. Et bientôt, toute la population arabe communie dans une ferveur folle. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, c'est une allusion assez directe à ce qui se passe aujourd'hui en Irak. C'est évident. Et le texte d'invitation se poursuit ainsi. Les Français ont un plan, ils obtiennent un succès tactique, mais ils subissent un échec stratégique. Pour comprendre pourquoi, venez à cette projection rare. J'ajoute que l'idée de cette projection revient à la direction des opérations spéciales et des conflits de faible intensité. Dans le jargon militaire, ça veut dire guérilla. Ah oui, conflit de faible intensité. Cette division militaire, alors espère donc que les spectateurs en tireront des leçons. En effet, il faut dire, mais vous avez sans doute vu ce film. Mais sur Arte, oui. C'était, à ma connaissance, la première projection à la télévision hertzienne française. Vous savez donc que ce film a été tourné sur les lieux mêmes de la bataille d'Alger. La Casbah. Oui, et il fait preuve d'un grand réalisme, à tel point que certains ont pu penser qu'il s'agissait d'un documentaire. En tout cas, c'est une œuvre qui n'évite aucun des aspects les plus barbares de la bataille d'Alger. Oui, l'utilisation de la torture en particulier par les paras français. C'est ça, oui. Alors, même si je ne veux pas m'attarder, il faut bien dire que le film de Pontecorvo a eu un curieux destin. Pourquoi? Justement à cause de la vérité qu'il met en scène. Songez qu'à l'époque de la guerre du Vietnam... La guerre américaine. Oui. Il a été projeté sur les campus états-uniens par les opposants à cette guerre. Plus tard, il a été utilisé comme une sorte de manuel filmé de guerre urbaine par certaines organisations extrémistes de gauche, les Black Panthers en particulier. Mais, à contrario, cette réalisation, qui a d'abord eu pour but de dénoncer la sale guerre des Français en Algérie, va servir aux zélateurs des méthodes contre-révolutionnaires. Soyez plus précis. Les dictateurs sud-américains le projettent à leurs apprentis tortionnaires. Quoi, pour leur apprendre à bien torturer? Tout à fait. Et aussi pour leur enseigner les méthodes de répression des guérillas urbaines.
Et c'est sans doute pour ces raisons que certaines unités spéciales israéliennes ont elles aussi visionné le film de Pontecorvo. Décidément, hein. Et c'est d'autant plus étonnant que le producteur de la bataille d'Alger, Yassef Saadi, a été lui-même un adversaire résolu des parades massues qui ont fini par le capturer en septembre 1957. Et ni lui, ni Pontecorvo n'entendaient faire l'apologie de la torture. Bien sûr que non. Ouais. Leur film a donc été en partie détourné. Sans doute parce qu'il était trop vrai. Trop réaliste, vous voulez dire. Exactement. Ouais. Mais il ne faut pas trop s'étonner. Ce sont des militaires français qui ont inventé la guerre contre-révolutionnaire ou guerre anti-subversive et qui l'ont en quelque sorte codifiée. Des Français qui, a-t-on estimé à l'étranger, ont fait preuve d'une redoutable efficacité lors de la bataille d'Alger. Par conséquent, ce sont devenus de précieux experts et de nombreux pays ont demandé à bénéficier de leur lumière. Ces dictatures d'Amérique du Sud, là, dont vous parliez. Pas seulement, les États-Unis, confrontés à la guérilla du Viet Cong et un peu désemparés, il faut bien le dire, ont fait appel à leur service. Et c'est ainsi que des instructeurs comme le trop célèbre général Osares ont traversé l'Atlantique pour aller former leurs collègues états-uniens. Et ces pédagogues très spéciaux n'y sont pas allés les mains vides. Dans leur bagage, ils avaient une copie de la bataille d'Alger. Une copie volée, j'imagine. Bien évidemment. Je me souviens avoir vu à la télévision une interview du général Osares qui disait le plus grand bien du film de Pontecorvo. C'est quand même... Avouez que c'est quand même très étonnant, cette récupération. Je suis d'accord avec vous. Alors, venons-en à la genèse de tout cela. Attendez, une dernière question sur ce sujet-là. Ces militaires qui sont allés instruire leurs collègues étrangers, l'ont-ils fait avec l'accord des autorités militaires françaises? Bien sûr. Et ça a commencé très tôt, cette coopération. Avant même la fin de la guerre d'Algérie. Des délégués argentins sont venus se familiariser avec les méthodes employées par nos spécialistes. Ou en France? Non, en Algérie même. Il a donc bien fallu qu'ils soient autorisés à le faire par nos gouvernements. Et plus tard, quand Osares, pour ne citer que lui, a été envoyé à Fort Bragg aux États-Unis, c'est avec le plein accord du ministre de la Défense, Pierre Messmer. Mais, bien sûr, on a demandé à tous ces coopérants d'un type très spécial de se montrer relativement discrets. Oui, parce qu'on risquait le scandale. Évidemment. Il aurait été désastreux d'apprendre que sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, des instructeurs français collaboraient avec les tortionnaires de la junte argentine. Alors même qu'on condamnait officiellement ce régime dictatorial. Et que certains de nos compatriotes ont été victimes des bourreaux de Buenos Aires. Passons, au moins provisoirement. Pour bien comprendre tout cela, il faut remonter assez loin en arrière. À l'époque de notre guerre d'Indochine, si je puis dire. Je vous écoute, là. Là-bas, malgré l'éloignement, l'armée française dispose d'une incontestable supériorité technique en armes et matériel. Et en partie, grâce aux États-Unis, qui ne vont pas lésiner, nous envoyer des quantités de véhicules, de blindés, de canons, et des hélicoptères. Washington, après avoir un temps flirté avec les nationalistes du Viet Minh, va en effet se rendre compte que se joue en Indochine une partie importante de la lutte contre le communisme. Et pour les Américains, au moins dans un premier temps, la France défend là-bas le monde libre. C'est aussi simple que ça, oui. Et quand notre pays devra partir, les États-Unis nous remplaceront aussitôt. Pour empêcher que d'autres dominos du sud-est asiatique ne tombent à leur tour. Bien entendu. Je disais donc que sur le plan de l'équipement, nos troupes étaient bien supérieures aux misérables bandes armées du Viet Minh. C'était en tout cas évident sur le papier. Et pourtant, nous n'arrivions pas à vaincre et à éradiquer la rébellion. Pire, la propagande ennemie était si efficace qu'elle permettait aux Viet Minh de gagner la sympathie d'un nombre toujours plus important d'indigènes, comme on disait encore à l'époque. Alors que certains chefs militaires ont commencé à se poser des questions, c'est bien ça, Oui, pas au sommet de la hiérarchie, où on entendait continuer à se battre comme on l'avait appris à l'école de guerre et comme on l'avait toujours fait. Non, plutôt parmi les capitaines et leurs supérieurs directs, lieutenant-colonel ou même colonel. Des types qui, il faut le noter, ont souvent été des résistants, certains d'entre eux ayant même été déportés par les nazis. Et ces jeunes officiers ont commencé par faire une observation toute simple. Quoi? Le jour, les troupes françaises parviennent à contrôler tant bien que mal la situation. Mais dès que la nuit tombe, et elle tombe très tôt en Indochine, c'est le Viet Minh qui prend la main. Il installe ses pièges, harcèle les camps isolés, tend des embuscades, oblige les commerçants des villes à donner le rebol. En outre, les Viets, comme disent les soldats, circulent comme ils le veulent, parce qu'ils connaissent le terrain et parce qu'ils sont chez eux. Je vois où vous voulez en venir, là.
La théorie de Mao Zedong, hein, ils sont comme des poissons dans l'eau. Eh oui, l'eau étant la population, bien sûr. Alors, effectivement, ces officiers français vont se précipiter sur le petit livre rouge. Et la lecture du pape de la Révolution chinoise va bouleverser ce qu'ils croyaient savoir sur l'art de la guerre. Marie-Monique Robien, journaliste et documentariste, a écrit un ouvrage indispensable sur ce qu'elle a appelé l'école française des escadrons de la mort. Elle a interviewé l'un de ses officiers qui ont découvert en Indochine une nouvelle façon de faire la guerre, Charles Lacheroy. Elle raconte cet entretien. Aujourd'hui encore, Charles Lacheroy est intarissable sur le rôle de la nuit dans ce type de guerre. Manifestement, c'est un point clé qu'il n'a eu de cesse de transmettre aux milliers d'officiers qu'il a formés. Nous avons compris tardivement que pour gagner contre le Viet Minh, il fallait être maître de la nuit, alors que nous étions habitués à nous coucher avec les poules. Heureusement, en Algérie, nous n'avons pas commis la même erreur. Question. Concrètement, ça voulait dire quoi? Eh bien, faire des patrouilles de nuit. Vous comprenez, quand vous arrivez à un point où vous ne pouvez pas aller pisser dehors sans que votre adversaire le sache, on n'en sort plus. En fait, la clé de la nuit, c'est la population qui la tient, ce que Mao appelait les arrières. Fidèle à ses enseignements, le Viet Minh avait très bien compris qu'il fallait soigner les arrières avant de soigner la troupe. Évidemment, ce n'est pas comme cela que travaille une armée classique. Dans ces mots pointe un reproche à peine voilé, partagé par un certain nombre d'officiers qui ont fait l'Indochine. Le sentiment que l'état-major ne comprend rien à la guerre menée par le Viet Minh et que, faute de savoir innover, l'armée est condamnée à l'échec. Certains de ces contestataires sont précisément ceux qui innoveront le plus quelques années plus tard en Algérie, au risque d'y perdre leur âme. Les escadrons de la mort, l'école française de Marie-Monique Robin, a été publié par La Découverte. Pourtant, alors, malgré le fait que ces officiers ont lu Mao, la guerre d'Indochine va se terminer en désastre pour nos armes. À Dien Bien Phu, oui. Parce que là encore, le commandement a sous-estimé la capacité de l'adversaire à accomplir des exploits. Et c'était effectivement un exploit que d'acheminer secrètement dans la jungle tous ces canons qui vont pilonner la cuvette de Dien Bien Phu. Enfin, ne revenons pas sur cet épisode, nous en avons déjà largement parlé. Oui, vous avez souligné à l'époque les erreurs commises par nos stratèges. Hein. Bon, mais je reviens à ce que vous disiez, malgré la lecture de Mao. Eh bien, ces jeunes officiers vous répondraient qu'ils n'ont pas été écoutés par leur hiérarchie et qu'il était certainement trop tard pour mettre en pratique cette nouvelle guerre qu'ils préconisaient. Parce que le Viet Minh avait déjà gagné la guerre de la propagande et que la population lui était acquise. Une entreprise minutieuse mais terriblement efficace. Alors, pour reprendre cette fameuse expression de Mao Zedong, là, le Viet Minh était véritablement comme un poisson dans l'eau. Et il était désormais impossible de vider l'eau du bassin. Ouais. Avant de poursuivre, quels étaient les principes de cette nouvelle guerre que réclamaient ces officiers? Une guerre qui a d'ailleurs été théorisée par l'un d'entre eux, le colonel Trinquier. Son ouvrage, La guerre moderne, deviendra même le bréviaire de nombreuses armées un peu partout dans le monde. Les principes Une observation d'abord. Ces militaires qui vont prêcher la guerre révolutionnaire et qui sont en général farouchement anticommunistes vont donc emprunter leur théorie à leurs pires ennemis. Les communistes. Telle est en effet la vérité. Alors, les principes, face à un adversaire insaisissable qui se dilue dans la population à la première occasion, il faut d'abord quadriller systématiquement le terrain. Deuxième principe, le renseignement, qui doit être une priorité absolue. Et le renseignement qu'on doit obtenir par tous les moyens. Y compris la torture. Ouais, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais enfin c'est implicite. Seule l'obtention de renseignements permet l'éradication de l'organisation politique et militaire de l'ennemi. Enfin, pour simplifier, il y a aussi l'action psychologique. Et ça peut revêtir de nombreuses formes. La première, la plus féroce, telle qu'elle sera utilisée en Algérie par un futur putschiste, le colonel Argou, consiste à terroriser la population. Des exactions, quoi. Oui, ouais. Mais au vu et au su de la population. On fusille publiquement et on expose les cadavres. Le but étant de dissuader les candidats qui seraient tentés de rejoindre les maquis. Mais cette action psychologique peut être aussi beaucoup plus subtile.
Et ce sera l'objectif des futurs SAS, les sections administratives spécialisées. Le militaire se transforme en assistant social, en infirmier ou en instituteur. Il vient en aide aux populations. C'est ça. Tout cela est très ambigu, car il est difficile de mener de front répression et pacification. Ouais, en effet, un peu contradictoire. Et la répression ne peut que nuire aux efforts de la pacification. Et pourtant, Dieu sait que cette potion magique, l'action psychologique, fera se rengorger tous les officiers qui vont être envoyés en Algérie. On enseignera même les méthodes de l'action psychologique à l'école de guerre. Mais il me semble à moi, qui ne suis ni un grand stratège, ni un habile tacticien, que la partie était perdue d'avance. Pourquoi? Parce que la décolonisation était en marche. Et même l'action psychologique prônée par nos capitaines et colonels ne pouvait entraver cette évolution. Tout au plus, pouvait-elle la retarder. Il reste quand même, mais on va en reparler un peu plus loin, qu'un certain nombre de méthodes inventées par ces militaires français vont faire école. Oui, dans des contextes différents. C'est exact. Mais pour être tout à fait exhaustif, il me faut aussi vous dire que la guerre révolutionnaire... Plutôt, contre-révolutionnaire. Vous avez raison. Donc cette guerre moderne, pour reprendre l'expression de Trinquier, prévoit aussi d'autres actions. L'implantation de zones de résistance, ce qu'on appellera les hameaux stratégiques, où l'on regroupe des villageois pour mieux les surveiller et où on les rééduque politiquement pour les pousser à se battre contre le Viet Minh. On fabrique des harkis, au fond. Et puis, il y a des actions armées qui empruntent aux méthodes des services actions, sabotage, coups de main contre les chefs Viet Minh, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent le célèbre 11e choc qui sera à l'œuvre. Attendez, le 11e choc, c'est le bras armé du SDEC. Oui. Il faut le rappeler, a été créé par Ossarès. Ossarès qu'on va retrouver naturellement en Indochine. Toutefois, je reviens à nos militaires. Pour beaucoup d'entre eux, la défaite de 1954, c'est un vrai coup de massue. Non seulement notre empire colonial s'effondre, morceau après morceau, mais c'est aussi la victoire du communisme. Le communisme qui menace maintenant l'Occident chrétien. C'est ça. Et tous ces officiers qui, pour la plupart, vont être envoyés en Algérie sont littéralement malades de l'Indochine. Puis, il faut rappeler aussi qu'il y a l'humiliation de Suez. Où en 1956, ils vont être frustrés d'une victoire annoncée. Donc ils ont une grande envie de prendre leur revanche. Certainement. J'ajoute quand même qu'avant de quitter l'Indochine, certains d'entre eux ont déjà expérimenté les méthodes de contre-guérilla qu'ils vont désormais expérimenter en Algérie. Et en particulier, l'usage de la torture. Là-bas aussi, on a utilisé la fameuse gégène pour faire parler les prisonniers récalcitrants. Gégène, car il s'agit d'une génératrice d'électricité. Oui, qui permettait de faire fonctionner les téléphones de campagne. Une sorte de manivelle. C'est ça. Pour être tout à fait honnête, il faut dire que les militaires n'ont pas été les premiers à employer la torture contre ceux qu'on appelait les indigènes. Dès 1936, le gouverneur général de l'Algérie, qui était alors le radical socialiste Maurice Violette, fait état de cas de torture. Qui torturait alors? Les services de police. Et en 1949, un autre gouverneur, Edmond Negelen, devra même pondre une circulaire interdisant cette pratique dans les commissariats. Ça veut dire que c'était assez courant. Il me semble, oui. Et au début des années 50, on enregistrera plus de 80 plaintes de Nord-Africains affirmant avoir été torturés par la police. Il faut dire, ça n'excuse rien, bien sûr, que depuis les événements de Sétif en 1945, les nationalistes algériens ne cessaient de manifester et de revendiquer. Avant même la Toussaint 54. Et puis le climat devenait de plus en plus tendu. En tout cas, ce que je retiens, c'est que les militaires n'ont pas été les premiers à utiliser la torture en Algérie. C'est tout à fait exact. Il y avait une sorte de tradition, si je puis dire. Tradition. Quoi qu'il en soit, les officiers qui ont combattu en Indochine annoncent clairement leur intention d'appliquer en Algérie les méthodes de la guerre révolutionnaire que les Trinquier et autres Lâcherois ont théorisées. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé en Indochine, ils ont l'oreille de leurs supérieurs. Les plus hauts gradés, tels le général Salan, les soutiennent. Et dès 1955, à l'est d'Oran, on crée le centre d'instruction de la pacification et de la contre-guérilla. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une école d'action psychologique? C'est exactement ça, oui. Et on y voit passer non seulement les officiers et sous-officiers nommés en Algérie, mais aussi des militaires étrangers qui viennent ainsi s'initier aux méthodes françaises. À l'innovation, comme on dit alors très hypocritement. Pourquoi hypocritement? Parce qu'il s'agit ni plus ni moins de dissimuler des pratiques qui sont toutes condamnées par les conventions de Genève. La torture, bien sûr,
mais aussi les déplacements forcés de population et les exécutions sommaires. Ainsi, pour éviter de prononcer le mot torture dans la recherche du renseignement, on parle de méthode de coercition. Un euphémisme, ça veut dire la même chose. Et nos militaires de se trouver des excuses. Cette guerre, ils veulent bien sûr parler de l'Algérie, leur est imposée. Par conséquent, ils doivent riposter et ils y sont obligés. Et tant pis s'ils se trouvent amenés à utiliser des techniques que la morale et la civilisation occidentale réprouvent. Il faut bien souligner que si les principaux chefs militaires présents en Algérie vont inciter leurs subordonnés à user de pratiques interdites par les lois de la guerre, le pouvoir politique n'est pas en reste. Ainsi, le gouvernement de Guy Mollet, qui a obtenu de l'Assemblée les pouvoirs spéciaux, signe un décret autorisant les militaires à se substituer aux autorités civiles. Pour Sylvie Thénault, auteur d'une histoire de la guerre d'indépendance algérienne, le gouvernement est alors convaincu que les forces de l'ordre doivent légalement recevoir tous les moyens d'agir. Et elle poursuit, je la cite, « Maurice Bourgès-Monory ne disait rien d'autre le 31 mars 1955 quand, ministre de l'Intérieur, il soutenait le projet de loi d'état d'urgence devant les députés. Je pense qu'avec le droit commun ancien, le policier, le militaire étaient souvent devant l'horrible choix d'être inefficaces ou d'être des meurtriers. Cela doit désormais être évité. » Pour cette raison, Bourgès-Monory signe le 1er juillet 1955 avec le général Koenig, alors ministre de la Défense, l'instruction qui, définissant les conditions de la lutte au sol, autorise de tirer sur tout suspect qui tente de s'enfuir. Une telle prescription permet aussi de couvrir les décès sous la torture ou de tuer en dehors des combats, sans risque de poursuites judiciaires ni de sanctions. Sur déclaration des militaires, en effet, les gendarmes établissent des procès-verbaux déclarant comme fuyards abattus des hommes et des femmes morts dans des circonstances invérifiables. Dans le cas de Maurice Oudin, jeune mathématicien du Parti communiste algérien, les militaires vont même jusqu'à jouer une fausse évasion pour expliquer sa disparition. Le livre de Sylvie Thénault est paru chez Flammarion. Ici, je voudrais vous parler d'événements qui, après coup, apparaissent comme le prélude de la bataille d'Alger. Je veux parler des émeutes de Philippeville, en août 1955. À cette date, il faut le noter, l'état d'urgence a déjà été décrété en Algérie. Avec quelles conséquences ? Les pouvoirs de la police sont considérablement renforcés. Mais ça n'empêche pourtant pas le FLN de perpétrer des attentats. À Philippeville, par exemple, en juin 1955, plusieurs bombes éclatent. Et un ouvrier pied noir est violemment assailli à coups de pelle par l'un de ses collègues, un musulman. Il est grièvement blessé. Un fait divers ? Non, la police estime qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat politique. Et comme elle est débordée par la recrudescence du terrorisme, elle remet le coupable aux mains du futur général Osarès. Ah ouais, et lui, alors, que fait-il là ? Il est toujours membre du service action du SDEC. Osarès a été envoyé dans le Constantinois quelques semaines seulement après la Toussaint 1954. Avec quelle mission ? Le renseignement. Et ça signifie que notre service d'espionnage est d'ores et déjà engagé dans la lutte contre les FLN. À l'époque, on pense en effet que les nationalistes algériens sont manipulés par Moscou. Et déjà, le service action a éliminé un certain nombre de militants ou envoyés par le fond des bateaux chargés d'armes. Des opérations auxquelles a participé Osarès ? Naturellement. Toutefois, officiellement, le SDEC ne peut pas agir sur le territoire français. Et l'Algérie fait partie de la France. Donc, encore. Oui, on a trouvé un subterfuge pour envoyer Osarès là-bas. Il est en principe incorporé dans un régiment de para. Mais en réalité, il travaille étroitement avec les services de police et les gendarmeries. Alors, revenons à ce musulman qui a attaqué son collègue pied noir. Osarès l'interroge. Il veut savoir à quelle organisation il appartient et qui lui a donné des ordres. Oui, en sortie, il veut remonter la filière. En effet. Et pour le faire parler, il utilise les méthodes qu'il a déjà expérimentées en Indochine. Alors la torture. Bien sûr. Mais malheureusement, ce type résiste. Et Osarès finit par le tuer. N'inventons rien, c'est Osarès lui-même qui a raconté cet épisode dans ses mémoires. Et ce livre qui a fait scandale. Oui, parce que ce général a reconnu de façon très franche les nombreux assassinats qu'il a commis. Et la pratique systématique de la torture. Osarès a même utilisé un mot terrible pour illustrer son action en Algérie. Il a dit « j'étais un nettoyeur ».
Et c'est donc en tant que nettoyeur qu'il a été envoyé en Algérie? Exactement. Le ZEC voulait liquider le FLN. Et la liquidation de ses membres faisait partie de l'objectif. Surtout quand il refusait de parler. Et observez qu'un homme comme Ossarès n'a jamais eu d'état d'âme. Aujourd'hui encore, il n'éprouve aucun remords. Ouais, une vocation de tueur, en somme. Non. Ossarès n'a rien d'une brute épaisse. C'est plutôt un intellectuel épris de culture classique, rien ne destiné à devenir l'assassin qu'il est devenu. Il faut aussi dire que ce farouche gaulliste a choisi très tôt l'action clandestine. Donc la résistance? Oui. Et ensuite, ça a été les services secrets. Et puis, l'engrenage de la violence. Mais une violence qu'il justifie. En exécutant des personnages qui ont des liens avec le terrorisme, Ossarès a le sentiment de faire son devoir et de remplir des tâches que ni la justice, ni la police ne peuvent ou ne veulent accomplir. Le sale boulot, ça. C'est ça. Ouais. Et je reviens sur la question, là. Ses supérieurs directs sont-ils au courant? Ah, ça, je l'affirme, même si certains déplorent son activité. En tout cas, il faut observer qu'aucune sanction n'a jamais été prise à son encontre. Ouais. Alors qui ne dit mot consent. C'est ce que je pense. Oui. Après cette parenthèse, si vous voulez bien, revenons aux événements de Philippeville. Le 20 août 1955, une véritable émeute éclate dans le Constantinois. Une émeute spontanée? Non, derrière il est évident qu'il y a le FLN. En tout cas, cette insurrection est d'une extrême violence et embrase des dizaines de villes et villages. Des femmes, des paysans s'en prennent essentiellement aux Européens. Un vrai massacre. On comptera plus de 100 morts. Et ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Sétif 10 ans plus tôt. La différence que le FLN n'existait pas encore et que le déchaînement de la violence côté musulman n'était pas prévu. Quoi qu'il en soit. Comme à Sétif ou Guelma, les Européens, épaulés par les militaires, entreprennent aussitôt de se venger. Des ratonnades. Des représailles sauvages, oui. Et c'est là où l'on retrouve Ossarès. Lui, à la tête de ses paras, il conduit les Nord-Africains qui ont été faits prisonniers au beau milieu du stade de Philippeville. Et il ordonne à ses hommes de les exécuter à la mitraillette. Pour faire un exemple? L'utilisation de la terreur fait aussi partie des méthodes de la guerre révolutionnaire, rappelez-vous. Ouais. Alors, combien de morts? Difficile à dire. Selon certains chiffres, il y aurait eu jusqu'à 12 000 morts, mais ce chiffre me paraît exagéré. En tout cas, des centaines et des centaines de morts, ça, c'est certain. Et encore une fois, alors, Ossarès n'encourt aucun reproche? Aucun. Non, bien au contraire. C'est-à-dire? Le général Massu fait le déplacement de Philippeville pour venir féliciter le commandant Ossarès. Ça paraît inouï, Oui, mais ça mérite quand même une explication. Les félicitations reviennent à l'homme qui, grâce à la pertinence des renseignements qu'il a recueillis avant le déclenchement de l'insurrection, a sans doute permis de sauver de nombreuses vies de pieds noirs et d'Européens en général. Et comment alors? Il a pu faire désarmer à temps les postes militaires et les gendarmeries. Pourquoi alors? Afin d'empêcher les rebelles de s'emparer des armes qui s'y trouvaient? En effet, oui. Mais, de la part de Massu, là, aucune allusion aux assassinats perpétrés dans le stade? Apparemment non. Toutefois, j'étais pas sous la table quand les deux hommes se sont rencontrés. J'imagine. Mais cette terreur, alors, exercée par Ossarès, entre autres, n'était-elle pas contre-productive? Vous voulez dire qu'elle risquait de creuser encore un peu plus le fossé entre les deux communautés algériennes? Oui, et d'hypothéquer gravement l'avenir. Et d'empêcher toute réconciliation, c'est certain. Mais un type comme Ossarès se moquait bien de la réconciliation. Ce que voulaient les chefs de l'armée, c'était la destruction de ce qu'ils appelaient l'OPA, l'organisation politique et militaire de la rébellion. Pour eux, la paix, c'est-à-dire en fait la soumission des Algériens, était à ce prix. La soumission? Évidemment. Mais c'est bien plus tard qu'on emploiera les grands mots. La fraternisation, par exemple. Mais en 1955, alors que la rébellion est encore toute jeune, c'est l'éradication qui est à l'ordre du jour. Et bien sûr, le maintien des traditions coloniales. Le statu quo, quoi. Mais, pardonnez-moi, je reviens un peu en arrière, là. Vous avez dit que Ossarès savait qu'une insurrection allait éclater dans le Constantinois. C'est parfaitement exact. Alors, n'aura-t-il pas été possible de la prévenir? Écoutez, franchement, je ne sais pas. On peut se poser la question, effectivement. Alors, allons un peu plus loin. N'est-il pas possible d'imaginer qu'on n'a rien fait pour éviter ce drame? Si je vous dis ça, c'est que je me souviens de notre entretien sur les événements de Sétif, Oui, je vois. Après une répression qui a été féroce et a duré plusieurs jours,
Le général qui a dirigé les opérations a dit « Nous avons gagné 10 ans ». Ouais, 10 ans de calme avant l'inéluctable reprise de la violence. Alors, certains chefs militaires n'ont-ils pas tenu ce raisonnement? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, s'ils ont cru qu'en frappant aussi fort, ils pouvaient gagner du temps, ils se sont lourdement trompés. Parce que, loin de décroître, la révolte va aller en grandissant et les musulmans seront toujours plus nombreux à rejoindre les rangs de la rébellion. Et on assistera à une sorte de paroxysme fin 1956. Juste avant la bataille d'Alger. Oui. Une bataille dont nous reparlerons longuement la semaine prochaine. Une bataille où nos preux de la guerre révolutionnaire et de l'action psychologique vont donner, si je puis dire, toute la mesure de leurs talents très spéciaux. La revue Historien a récemment consacré un dossier à la bataille d'Alger et à ses prémices. Et justement, l'historien Rémi Koffer écrit ceci à propos des événements du Constantinois d'août 1955. La révolution est en jeu, estime Youssef Zigoud, le Saint-Just du Constantinois. Muré dans sa détermination, le nouveau chef de la Wilaya II commence à entrevoir un effroyable quitte-ou-double, qu'on parvienne à lancer la région dans un processus d'insurrection générale, et voici les frères d'armes des Aurès soulagés. Voilà l'énergie qui circule à nouveau entre les wilayats, l'initiative qui change définitivement de camp. Après mûre réflexion, le projet prend forme, plan qui conduit, il le sait, droit vers la guerre totale. Entre le 25 juin et le 1er juillet 1955, Zigoud réunit à Zaman une conférence générale de sa wilaya. L'opération, qu'il décide alors avec l'accord souvent enthousiaste de ses subordonnés, que la mort n'effraie pas, ni la leur, ni celle des autres, devra durer 3 jours pleins. Au programme, attaque de casernes, de postes de police, de gendarmerie, d'objectifs économiques et liquidation systématique de traîtres. Quel qu'en soit le prix, il s'agit de jeter frontalement les musulmans contre les Européens. Comme en mai 1945, à Sétif et à Guelma, le sang va couler, c'est vrai. Il y aura des martyrs, beaucoup de martyrs, mais après une telle hécatombe, impossible de revenir en arrière. Par ces représailles, l'armée française se chargera de creuser elle-même le fossé entre les communautés. Provocation, répression, mobilisation, le cycle infernal est en marche. La bataille d'Alger. On l'a appelée la guerre révolutionnaire, ou encore la guerre moderne. Un concept élaboré par certains officiers français qui ont combattu en Indochine, et des idées d'abord empruntées à l'ennemi, c'est-à-dire le Viet Minh communiste, et aussi au fameux petit livre rouge de Mao Tse-tung. Priorité au renseignement, action psychologique, propagande politique, embrigadement des populations, autant de principes que ces mêmes officiers vont ensuite appliquer en Algérie lorsque les opérations dites de pacification vont commencer après la Toussaint 1954. Mais, à la différence de la situation qu'ils ont vécue en Indochine, ces jeunes Turcs ont désormais l'oreille de leurs supérieurs, les généraux Salan, Loriot et Allard, qui vont commander en Algérie, sont acquis à leurs idées. Et ils vont toujours couvrir leurs subordonnés qui se livrent pourtant à des actions qui sont non seulement contraires à la morale, mais aussi aux lois de la guerre telles qu'elles ont été définies par les conventions de Genève. En août 1955, les rebelles algériens déclenchent une insurrection dans le Constantinois. Plus de 100 Européens sont massacrés. La répression est terrible. Des centaines, peut-être même des milliers d'Algériens sont tués. Certains ayant été exécutés sommairement dans l'enceinte du stade de Philippeville. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé 10 ans plus tôt à Sétif, cette campagne de terreur ne produit pas les effets escomptés. Le FLN, qui a sciemment programmé cette insurrection, voit croître ses effectifs et va multiplier les actes de terrorisme, particulièrement à Alger. Et bientôt, ce sera justement ce que l'on a appelé la bataille d'Alger, il y a tout juste 50 ans. Monsieur X, qui, la semaine passée, a raconté la genèse de la guerre révolutionnaire, entreprend aujourd'hui de décrire son application au cours de cette bataille d'Alger, qui n'a pourtant de bataille que cette appellation trompeuse. Dans un instant, l'explication de Monsieur X. 1956, c'est une année terrible pour l'Algérie.
Le contingent français est alors fort de 450 000 hommes. Oui, parce que maintenant, il comprend des appelés. Ce qui n'a jamais été le cas en Indochine, où l'on n'a envoyé que des professionnels et des engagés. Mais la situation empirant, le gouvernement de Guy Mollet obtient des députés le vote de pouvoirs spéciaux et porte la durée du service militaire à 27 mois. 27 mois. Ouais. Autre décision importante, les pouvoirs civils peuvent désormais déléguer leur autorité aux militaires. Ça préfigure ce qui va se passer à Alger au tout début 1950. En effet, autre événement considérable, en mai 56, des éléments de l'ALN. L'ALN, c'est l'Armée de Libération Nationale, c'est-à-dire le bras armé du FLN. Donc, des Junouds, comme on les appelle, tentent une embuscade à une unité de marsouins. 20 soldats sont tués et leurs cadavres sont ensuite mutilés par les habitants d'un douar voisin. Et 1 mois plus tard, à Alger, les autorités procéderont aux premières exécutions capitales de rebelles. Et tout ça, ça ne peut qu'envenimer la situation. Bien entendu. Autre événement, qui va encore un peu plus crisper la position des indépendantistes algériens, une bombe de forte puissance éclate dans une rue située au sommet de la Casbah, le 10 août exactement. Et il y a des dizaines de morts musulmans. Ça ressemble à une provocation. Sans nul doute. On soupçonnera des activistes anti-FLN, des ultras, qui ont voulu tuer dans ce lieu parfaitement symbolique, car pratiquement seuls des Algériens y habitent. Et une fois de plus, on pensera à cette mystérieuse main rouge. Oui, c'est une émanation de nos services spéciaux, m'avez-vous dit. Et des noms seront même prononcés, dont celui d'un ancien commissaire qui a joué un grand rôle dans les ratonnades qui ont suivi les événements de Sétif et Guelma. Mais bien sûr, il n'y aura aucune arrestation. Ouais. Et j'imagine que le FLN envisage déjà de riposter. Et il va décider la création au sein de la Casbah d'une unité spéciale qui va être chargée de semer la terreur, dans Alger même. Les bombes? Oui, des bombes particulièrement meurtrières qui vont toucher le cœur d'Alger et les classes moyennes. D'ailleurs, une population pied-noir qui, jusque-là, n'avait pas eu à trop souffrir de la guerre. Et s'ils ont choisi Alger, ce n'est pas un hasard? Évidemment. Ces nationalistes algériens veulent frapper l'opinion, tant française qu'internationale d'ailleurs, car ça fait déjà longtemps qu'ils tentent d'attirer l'attention de l'ONU. Mais Alger, c'est une vraie caisse de résonance. Bien entendu. Une escarmouche dans le bled, ça fera tout juste un autre filet dans la presse. Et encore. Tandis qu'un attentat particulièrement meurtrier à Alger, ça fera de gros titres. C'est donc, en fait, l'adoption d'une nouvelle stratégie. Tout à fait. Il faut aussi dire que dans les Djebel, face au rouleau compresseur de l'armée française, l'ALN est à la peine. D'où la volonté de porter la guerre dans la ville. Donc il n'y a pas que le désir de se venger après le terrible attentat dans la Casbah. C'est ce que je pense, oui. À la tête de ce véritable commando de terroristes chargé de frapper Alger, il y a un politique respecté même parmi ses adversaires, l'Arbi Ben Idi. Il est épaulé par un homme dont vous avez forcément entendu parler, Yassef Saadi, un type qui fera preuve d'une audace folle. Et puis il y a un proxénète repenti. Ah oui, je vois, Ali Lapointe. C'est ça. Et puis on trouve aussi un certain Taleb, un chimiste. L'homme qui confectionnera les bombes, j'imagine. Oui, l'originalité de ce petit groupe, c'est le recrutement de jeunes femmes. Des militantes FLN d'un physique plutôt avenant et qui surtout peuvent tout à fait passer pour des Européennes. Ces femmes, d'abord employées comme agents de liaison, vont être les poseuses de bombes. Ouais, parce qu'elles pourront circuler dans les quartiers européens sans risque de se faire repérer. C'est bien ça. Oui. Et quand commence cette campagne terroriste ? Je crois que les 2 premières bombes explosent à la fin septembre. À chaque fois, ce sont des endroits fréquentés par la jeunesse européenne qui sont visés. Donc, le célèbre Milk Bar situé place d'Isly. Il y a des morts et au moins une 60aine de blessés, dont certains gravement touchés doivent être amputés sur place. Il faut souligner que 3 semaines plus tard, un avion marocain transportant quelques-uns des dirigeants extérieurs du FLN est arraisonné en plein vol. Oui, on l'oblige à atterrir à Alger. Au terme des conventions internationales, c'est un véritable acte de piraterie aérienne que le gouvernement français est obligé de couvrir après coup. Oui, parce que la décision a été prise par les militaires sans consultation des autorités civiles. En effet, enfin passons. Pour l'armée, c'est un coup très dur porté à l'organisation rebelle. Et c'est tout ce qui compte. En tout cas, ça n'empêche nullement le commando d'Alger de continuer à poser des bombes, et de plus en plus souvent. Dans un magasin, une gare, un autobus, autant d'attentats aveugles et sanglants qui sèment la terreur dans la population pied-noire. S'y ajoutent d'autres attentats contre-terroristes perpétrés par les ultras. Au total, presque 100 bombes ont été posées entre septembre et décembre. Et Alger découvre la réalité de la guerre.
Et la population est de plus en plus excédée. Et l'apothéose, si je puis dire, c'est fin décembre 1956, l'assassinat d'Amédée Froger, président de l'Association des maires d'Algérie. À l'occasion de ses obsèques, on assiste à de vraies ratonnades où plusieurs musulmans sont tués. Et puis il y a cette menace de grève que fait peser le FLN et qui inquiète particulièrement les autorités. Une grève qui pourrait devenir très rapidement insurrectionnelle. Et cela au moment où, fin janvier, l'ONU doit se préoccuper de l'affaire algérienne. Alors, Paris doit donc réagir. Et Paris est obligé de reconnaître que les forces de police ne suffisent plus à rétablir le calme et juguler la vague de terrorisme qui submerge Alger. C'est donc dans ce contexte qu'au début janvier, le gouvernement prend une décision extraordinairement grave. La délégation des pouvoirs de police à l'armée. C'est-à-dire que, au fond, des militaires vont devenir des policiers. Exactement. Et si certains officiers répugnent à se charger d'une telle besogne... Parce que c'est pas leur métier. Bien sûr. D'autres, au contraire, n'ont pas ce genre de scrupules. L'occasion est trop belle d'expérimenter en ville leur théorie de la guerre contre-révolutionnaire. Oui. Alors pratiquement, comment ça se passe ? Robert Lacoste, le ministre résident, fait appel à la 10e division parachutiste, alors placée sous l'autorité du général Massu, et qui compte 4 régiments. La plupart des hommes qui composent ces unités, dont bon nombre d'étrangers, reviennent tout juste de Suez. Ou sous la pression de Washington et Moscou, ils ont dû battre en retraite. Et d'autant vous dire qu'ils n'ont pas digéré cette reddition forcée. Ouais. Et Massu lui-même, alors... Et comment réagit-il quand on le charge de cette nouvelle mission policière ? C'est un militaire, donc il n'a pas le choix. Il obéit. Mais il ne va pas livrer de gaieté de cœur cette bataille d'Alger, comme on va bientôt l'appeler. Une bataille qui est dans les faits une vaste opération de police. Sa mission est sans équivoque. Massu, qui va aussi avoir la haute main sur tous les services de police, est chargé de liquider les réseaux qui commettent des attentats à Alger. Et ça veut dire aussi liquider les membres de ces réseaux. C'est la vérité même si ça n'est pas écrit noir sur blanc. Massu va donc disposer de ses 3000 paras, mais aussi d'autres régiments stationnés dans la région d'Alger. Des zouaves, des chasseurs d'Afrique, 10 000 hommes en tout. Plus les policiers et gendarmes. Et même les CRS. Il y a aussi l'appui du 11e CHOM. Ouais, c'est-à-dire le service action du SDEC. Et bien sûr, le futur général Ossarès est de la partie. Et il va jouer un rôle essentiel dans la chasse au renseignement. Une chasse où il use de toutes ces méthodes qui lui sont familières. La torture. Naturellement. Et lorsqu'il le faut, les exécutions sommaires. Raphaël Branche est l'auteur d'un livre paru chez Gallimard, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. Elle estime que les pleins pouvoirs dévolus à l'armée en janvier 1957 marquent un tournant dans la guerre d'Algérie, car c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui est bouleversé. Et elle essaie de décrypter l'attitude de ces militaires qui deviennent tout-puissants d'un jour à l'autre. Se concentrant sur la recherche de renseignements, les parachutistes tentent d'adopter la méthode la plus rationnelle possible. L'efficacité en est le critère principal, éloigné de toute légalité, et la torture le moyen récurrent. Décrivant ces tâches, le colonel Trinquier et l'aumônier parachutiste Louis Delarue précisent que le métier de policier ne leur plaît pas, mais que ce sont les félagas qui, se conduisant en bandits, nous obligent à faire ce métier de policier. Choisissant le terme félaga, les auteurs marquent la continuité de leur action du bled à la ville. Dans un texte du 30 janvier 1957, le commandant du 3e RPC précise « Cette action nous oblige à utiliser des méthodes de travail dites policières. Il n'y a pas à s'en offusquer car la destruction de l'adversaire, but ultime du combat, est à ce prix. » L'expression « bataille d'Alger » s'impose d'ailleurs puisque les militaires considèrent qu'ils continuent la guerre sur un autre front, même s'il ne s'agit plus d'embuscades ou d'affrontements armés, mais seulement de détecter l'organisation politico-administrative du FLN, de la mettre hors d'état de nuire et d'en prévenir toute reconstitution. Or, ce sont moins les félagas qui amènent les parachutistes à ce type d'action que les civils qui, leur déléguant les pouvoirs de police, leur laissent le loisir d'imposer leur conception de la répression. Encore un mot sur Ossarès. C'est le général Massu,
en personne qui l'incorpore à son état-major. Pourquoi? Il n'ignore pas son appartenance au service action du SDEC. Et puis, il a personnellement constaté dans le Constantinois que le commandant Sarès était un as des renseignements. Bon, je n'y reviens pas puisqu'on en a parlé longuement la semaine passée. Il faut ajouter que Massu demande aussi à un autre spécialiste du renseignement de le rejoindre. Il s'agit du colonel Trinquier, l'un des théoriciens de la guerre moderne, pour reprendre le titre de son livre paru en 1961. Est-ce que Massu, en faisant appel à ces deux officiers, sait qu'il incorpore ainsi deux hommes qui n'auront aucun scrupule à utiliser la torture? Bien évidemment, il n'est quand même pas naïf. Mais c'est assez tardivement qu'il en a découvert la pratique. En tout cas, l'aveu qu'il a fait un jour à votre ami Patrice Gélinet lors d'une émission de France Culture. Racontez alors. Eh bien, en 1956, je crois, en se rendant dans le cantonnement du colonel Bijard, il a vu des paras utiliser la gégène pour faire parler un prisonnier. Et comme il s'étonnait, Bijard lui a dit « Mais on s'en servait déjà en Indochine ». Oui. Toutefois, il n'a pas enjoint à son subordonné de cesser cette pratique. Absolument pas. Ouais. Et Bijard va être l'un des principaux acteurs de la bataille d'Alger. Avec son 3e régiment de chasseurs parachutistes. Il sera en effet sur la brèche tout au long de l'année 1957 et participera de façon très active à cette sale guerre où pas mal de militaires vont perdre leur âme. C'est une expression que je n'ai pas inventée. On la retrouvera dans la bouche de nombreux officiers. Certains, comme le général de la Bollardière, ayant même le courage d'affirmer haut et fort le dégoût que leur inspirent les pratiques avilissantes de l'armée. Alors dans les faits, comment ça se passe? Un mot avant. Dans une directive, le général Allard, qui commande alors la division d'Alger, va montrer le chemin. Un chemin qui emprunte naturellement beaucoup aux principes de la guerre dite révolutionnaire. Premièrement, écrit Allard, tout Algérien est par principe un suspect. Pourquoi? Parce qu'il est presque naturellement porté à être hostile aux forces françaises. Ouais. C'est une sorte de reconnaissance implicite de l'imprégnation de la population musulmane par le FLN. On peut voir les choses comme ça. D'où l'importance de l'action psychologique qui doit aussi viser à retourner cette population qui a été gagnée par les idées indépendantistes. Enfin, je poursuis. La deuxième règle, c'est la priorité absolue qui doit être accordée à la recherche du renseignement. Et dans une note secrète, un autre général, Fédron, écrit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que cette recherche ait le maximum d'efficacité. Ça a au moins le mérite d'être clair, même si le mot torture n'est pas utilisé. Et ce même général poursuit à peu près ainsi. Il convient d'exploiter le plus rapidement possible les informations recueillies, même si elles sont incomplètes ou aléatoires. Enfin, il faut procéder aux éliminations nécessaires. Des exécutions. Oui, ce qu'on appelle dans le jargon des services secrets des opérations homo. Oui, homo pour homicide. Et on va même inventer pour cela une technique. Comme selon une instruction officielle, les militaires doivent ouvrir le feu sur tout prisonnier qui tente de fuir. On va camoufler ces exécutions sommaires en les assortissant d'un minimum de légalité. Ainsi, les soldats demandent à un prisonnier de courir devant eux et on lui tire dans le dos. Et dans le rapport qui est rédigé ensuite, on note « fuyard abattu après les sommations d'usage ». C'est ce qu'on appellera aussi la corvée de bois. Exactement, oui. Et de plus en plus, les officiers paras engagés dans la bataille d'Alger, tels Bijard, demandent à être délivrés de tout ce fatras pseudo-juridique qui gêne leur action sur le terrain. La guerre exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C'est ça. Et on va mettre au point tout un arsenal de mesures qui bafouent le droit commun. Ainsi, les militaires peuvent assigner à résidence surveillée n'importe quel individu et pour un temps illimité. Les perquisitions sont autorisées de jour et de nuit. Le droit de circulation est sévèrement contrôlé. Les jugements sont accélérés et les autorités militaires se réservent le droit de suspendre fonctionnaires et élus. Bref, les soldats peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Oui, telle est la vérité. Cette situation se prolongera tout au long de la bataille d'Alger, qui durera presque un an, de janvier à octobre 1957. Alors, vous me demandiez comment s'est passée cette bataille. Pour Massu et le ministre résident Lacoste, il y a une priorité. Briser cette grève prévue à la fin janvier. C'est-à-dire juste au moment où l'ONU entend examiner la question algérienne. Une grève que Ben Mehdi, chef militaire et politique de la rébellion à Alger, prévoit de faire durer le plus longtemps possible. Une grève qui risque en outre d'être très suivie. En particulier dans la Casbah. Pas obligatoirement, oui. La Casbah, qui est d'emblée considérée comme le centre névralgique de la rébellion. C'est en effet un vrai maquis urbain avec son lacis de ruelles, de venelles. Par conséquent, et c'est l'une des toutes premières mesures prises par Massu, il est décidé d'isoler la Casbah du reste de la ville.
On installe des barbelés un peu partout pour verrouiller le quartier. Et pour y aller ou en ressortir, on doit obligatoirement emprunter l'un des 5 points de passage autorisés. Et bien sûr, tout le monde y est fouillé. Toute comparaison à part, quand même. C'est un peu ce qu'ont fait les nazis à Varsovie autour du ghetto. Ouais, vous avez parfaitement raison. La Casbah devient un ghetto. Et combien y a-t-il d'habitants dans la Casbah, alors? Un peu plus de 70 000, dont presque 90% de musulmans. Et naturellement, pour toute cette population, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile. Facile à imaginer, ouais. Deuxième décision de Massu. Pour lutter efficacement contre la rébellion, il entreprend de faire établir un organigramme des structures du FLN à Alger. Un organigramme qui s'étoffera au fur et à mesure des arrestations et des renseignements obtenus sous la torture. Et puis, pour frapper les esprits, il fait procéder à une gigantesque rafle en pleine nuit. Un épisode très violent. Portes enfoncées, hommes frappés, centaines d'arrestations ponctuées de rafales de mitraillettes. Et le résultat ? Grâce aux interrogatoires musclés qui sont conduits dans les QG des régiments de para, quelques cases blanches de l'organigramme de Massu se remplissent. Mais aucun gros poisson n'a été capturé. Cependant, est-ce que cette rafle spectaculaire et le bouclage de la Casbah aboutissent à réduire le nombre d'attentats? Pas tout de suite, non. Le 26 janvier, 2 jours avant la date choisie par Ben Mehdi pour le déclenchement de la grève, 3 attentats particulièrement meurtriers endeuillent Alger. Quels sont les endroits frappés? 3 cafés, dont un établissement très connu, l'Automatique. C'est donc une sorte d'échec pour Massu, puisqu'apparemment le bouclage de la Casbah n'a pas été assez hermétique. Sans doute. Mais il faut aussi tenir compte du fait que les musulmans d'Alger ne se trouvent pas tous dans la Casbah. Quoi qu'il en soit, les paras doivent maintenant trouver la parade. Et surtout faire face à la grève qui se prépare. Ben Mehdi a donné ses consignes. Aucun arabe ne doit aller travailler, aucun commerce ne doit ouvrir et le réseau des transports urbains sera paralysé. Mais là encore, Massu va frapper fort. C'est-à-dire? Au matin du 28 janvier, alors qu'une nouvelle rafle nocturne a eu lieu la veille, les paras investissent à nouveau la Casbah. L'objectif, c'est de faire travailler les candidats à la grève. De force, naturellement. Ouais. Et si vous avez vu le film de Pontecorvo sur la bataille d'Alger, vous vous souvenez sans doute de ces images des paras qui ici soulèvent des rideaux de fer ou les brisent, de ces devantures des chocs fracassés et ailleurs de l'embarquement sur des camions de dizaines d'hommes qui vont être conduits sur le port afin de remplacer les dockers grévistes. Et puis, tandis que d'autres paras, fanfares en tête, circulent dans les ruelles et distribuent des bonbons aux enfants. Ça, c'est l'action psychologique. Bien entendu. Mais pendant ce temps, on procède aussi à de nombreuses arrestations, des dizaines, des centaines, tant et si bien que se pose désormais la question de l'hébergement de ces prisonniers raflés par les paras. Et là encore, les dispositions légales vont être bafouées. Ce sont une fois de plus les militaires qui imposent leurs conditions aux autorités civiles, et donc à la justice. Il faut au moins reconnaître à Massu, grand organisateur de la bataille d'Alger, une qualité, la franchise. Voici ce qu'on peut lire dans Libération au lendemain de sa mort en 2002. Avec lui, l'ordre règne à Alger. De cette période où il aura sous son commandement le futur général Ossarès, Massu s'en expliquera en 1971. Dans son livre « La vraie bataille d'Alger », il explique la torture et la revendique comme un moyen adéquat pour stopper les agissements du FLN. Michel Rocard, patron du PSU, demande que le parquet poursuive le gradé pour apologie de crimes de guerre. En vain. Le temps passe. Les témoignages sur l'utilisation de la GGN s'accumulent. En novembre 2000, Massu revient sur son passé. J'ai dit et reconnu que la torture avait été généralisée en Algérie, confie-t-il au journal Le Monde. Pas de faux fuyants. Et la question cruciale, l'ordre venait-il du pouvoir militaire ou du pouvoir civil? Je m'interroge, répond Massu. Soit l'armée prenait des initiatives sans contrôle, ce qui est grave pour le pouvoir politique, soit le gouvernement élu autorisait les traitements inhumains. Dans un cas comme dans l'autre, l'exécutif porte la responsabilité. 40 ans après les faits, Massu assurait que ce serait une bonne chose que la France condamne ces pratiques. Très vite, peu de temps après le début de la bataille d'Alger,
On compte déjà des milliers de personnes arrêtées. Beaucoup d'Algériens, bien sûr, mais aussi quelques Européens soupçonnés d'aider les poseurs de bombes. En principe, chaque arrestation doit être signalée dans les 24 heures à la préfecture. Toutefois, dans la réalité, beaucoup de ces détenus croupissent dans un certain nombre de centres clandestins installés par les militaires. Et ces centres où l'on pratique aussi les interrogatoires, c'est-à-dire la torture. Hein. Et certaines victimes des militaires vivront ensuite leur détention dans une vraie prison, comme une bénédiction. Ouais, car ils échappent ainsi à l'arbitraire et aux souffrances physiques. Exactement. Et personne ne s'émeut ? Ah bah pas grand monde en tout cas. Robert Lacoste, le ministre résident, est parfaitement au courant. Et à Paris, le gouvernement, tout en niant vigoureusement l'existence de la torture, n'ignore rien de ce qui se passe réellement à Alger. Et en ce sens, il est à mon avis beaucoup plus coupable que ces paras qui manient la gégène ou torturent leurs victimes avec le supplice de l'eau. Le gouvernement sait, mais ne veut rien voir. Et il est bien content que le sale boulot soit effectué par les paras. Et lorsque les ministres qui font le déplacement à Alger posent des questions, le brave colonel Bijard leur explique qu'on ne combat pas le terrorisme avec des procédés d'enfant de cœur. Ouais, et on en reste là, quoi. Oui. Alors il y a quand même des gens qui ruent dans les brancards, même s'ils sont rares. Le procureur de la République d'Alger, par exemple. Dans une circulaire, il dénonce les errements dont se rendent coupables les militaires. Les détentions arbitraires, en particulier. Mais il a à peine pondu sa circulaire que le ministre résident prend le contre-pied de ce qu'il vient d'écrire et accorde à l'armée le pouvoir d'assignation à résidence dans ce qu'il appelle des camps de triage. Les militaires triomphent. Oui, ils ont maintenant les mains libres. Mais un autre homme se dresse également contre eux. Paul Tedjen, secrétaire général de la préfecture et qui exerce les fonctions de préfet de police. C'est à lui, en principe, qu'il revient de signer les assignations à résidence. Et c'est le seul pouvoir qui lui reste. Alors, cet homme courageux et déterminé fait des calculs. Et il constate qu'entre le nombre d'assignations qu'il a signées et le chiffre des prisonniers qui sont officiellement détenus, il y a une énorme différence. Au moins 3000. Autant de personnes qu'on ne reverra jamais. Quoi, c'est des corvées de bois, là? Oui, ou des crevettes Bijard, comme on commence à les appeler. Les crevettes Bijard, oui. Les gens jetés à la mer. Et qui, parfois, malgré le lest en ciment où leurs pieds ont été plongés, réapparaissent sur les rivages. Alors, Tedjen proteste, exige des réponses, en vain, et il finit par démissionner. Plus tard, je ne vais pas prendre leur défense, mais les officiers paras se justifieront en affirmant qu'ils sauvaient des vies innocentes en torturant les terroristes. Hein. Car ils prévenaient ainsi de nouveaux attentats, oui, je sais, mais alors, comment expliquer que dans certains cas, les suspects appréhendés sont restés détenus plusieurs jours avant d'être interrogés? Ah oui, parce que s'il y avait urgence, ils auraient dû être interrogés immédiatement. Ah oui, c'est bien ce que je voulais dire. Or, les bombes continuent à exploser à Alger. 9 morts dans des stades au début février. Toutefois, il est vrai que la traque généralisée commence à porter ses fruits. Des planques d'armes et d'explosifs sont découvertes. Et surtout, fin février, Ben Mehdi est arrêté dans un appartement d'un quartier européen. Et la prise est considérable. Parce que c'est le chef FLN de la zone d'Alger. Et c'est surtout un personnage charismatique. D'ailleurs, il va même impressionner les militaires qui vont l'interroger et qui lui rendront les honneurs militaires lorsqu'après quelques jours d'incarcération, il est remis au commandant Ossarès. Remis au commandant Ossarès? Mais pourquoi lui? Parce que les ordres sont venus de Paris. En parfait accord avec le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monoury, Max Lejeune, secrétaire d'État aux Forces armées, a estimé que ce dirigeant FLN devait disparaître. Disparaître? Et c'est Ossarès alors qu'il est chargé de la besogne? En effet. Alors officiellement, Ben Mehdi va se suicider dans sa cellule. Mais en fait, c'est Ossarès qui a maquillé ce faux suicide et a procédé à son exécution par pendaison. Je n'invente rien, là. Ossarès a reconnu lui-même cet assassinat. Ah oui, là, dans son fameux livre sur les services spéciaux, là, un livre paru au début des années 2000, hein, et qui a fait scandale. Oui, et qui lui a valu de perdre sa Légion d'honneur. Mais enfin, à l'époque, même si ce faux suicide n'a guère fait illusion, Ossarès n'a encouru aucun reproche. Alors passons. Malgré l'élimination de Ben Mehdi, la campagne d'attentats se poursuit. Certes, ils sont moins nombreux, mais ils sont toujours aussi meurtriers. Car Yassef Saadi, le second de Ben Mehdi, n'a toujours pas été capturé et il peut toujours envoyer ses poseuses de bombes dans les rues d'Alger, même si certaines ne vont pas tarder à être arrêtées. Et si je me souviens bien du film La bataille d'Alger, Saadi va lui-même échapper de peu à l'arrestation. Hein. En avril, oui. Il circule alors dans la Casbah avec son adjoint, Ali Lapointe, et tous deux sont déguisés en femmes.
Et ils sont accompagnés par une vraie femme, Jamila Bouhiret, l'une des poseuses de bombes, justement. Et ce petit groupe croise une patrouille. Et sous la djellaba, les soldats repèrent les souliers très masculins des deux hommes. Il s'ensuit un échange de coups de feu. Yassef et Ali parviennent à fuir, mais Jamila, blessée, est capturée. Encore une belle prise, car la jeune femme porte sur elle d'importants documents. Et malgré son courage, les paras réussiront à la faire parler. Et pourront ainsi découvrir la cachette de plusieurs bombes prêtes à l'emploi, si je puis dire. En tout cas, grâce à cette capture et à beaucoup d'autres arrestations, Massu peut enfin remplir les derniers blancs de cet organigramme dont il est si fier. Oui, mais alors, Saadi, lui, n'est toujours pas capturé. Non, et des bombes continuent à exploser. En juin, au casino de la Corniche, un engin explosif tue 9 personnes et en blesse 80 autres. Pourtant, les paras ont mis en place une nouvelle technique qui deviendra aussi l'un des principes de la guerre révolutionnaire. Le quadrillage systématique de la Casbah. Maison par maison, tous les habitants algériens sont identifiés. Les contrôles individuels dans la rue seront donc facilités. En même temps, un capitaine, Paul-Alain Léger, perfectionne l'action psychologique. Après avoir retourné certains rebelles, il les fait défiler dans les rues de la Casbah. Et je me souviens, c'est ceux qu'on va appeler les bleus de chauffe. C'est ça, ouais. Parce qu'il impose à ces hommes de porter des salopettes. Le résultat est double. Non seulement il prouve à la population de la Casbah que le FLN n'est pas invincible et que certains de ses militants ont rallié la cause de la France, mais bientôt ces bleus de chauffe vont inspirer une véritable terreur. Un mot peut-être encore avant de parler de la fin de la bataille d'Alger. Tout au long de cette année 1957, le FLN va de difficulté en difficulté. Il est en particulier miné par le soupçon. Un soupçon que Léger est le premier à instiller au sein de l'organisation rebelle en pratiquant une véritable désinformation. Et à l'aide d'agents retournés. Oui, et le résultat, ce sont des luttes fratricides. Des luttes très sanglantes. Dans le village de Melouza, par exemple, 300 hommes qui avaient le tort de soutenir le mouvement rival, le MNA de Messaliadj, sont purement et simplement massacrés. Un massacre que le FLN a longtemps nié. Il a en effet accusé l'armée française d'avoir perpétré cette horreur. Alors, j'en viens à la fin de la bataille d'Alger. Grâce à une trahison ou peut-être une manipulation du capitaine Léger, la cache de Yassef Saadi est repérée. Le terroriste finit par se rendre sans résister. Et avec lui, les paras mettent la main sur l'une des poseuses de bombes. Les paras ne le savent pas encore, mais Ali Lapointe se trouve tout près, dans une autre planque. Et j'ai cru comprendre, moi, c'est Yassef Saadi qui va fournir le renseignement. Oui, sans doute, on peut le penser. 15 jours après sa propre arrestation. Sans doute a-t-il pensé qu'il avait donné assez de temps à Ali pour se trouver une autre cachette. Oui, les résistants avaient pour consigne de tenir 2 ou 3 jours avant de parler. Quoi qu'il en soit... Les résistants français, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la planque de l'ancien proxénète est cernée. Mais le rebelle refuse de se rendre. Les paras dynamitent donc la maison où il se cache. Une formidable explosion, puisqu'on ne retrouvera son corps dans les décombres que 2 jours plus tard. Alors cette fois, la bataille d'Alger est vraiment finie. C'est une incontestable victoire pour les paras, mais à quel prix? L'armée n'en finira pas de payer les séquelles des monstruosités qui ont été commises. Toutefois, les théoriciens de la guerre révolutionnaire, eux, s'en sortiront beaucoup mieux. Et ils vont être appelés un peu partout dans le monde pour dispenser leurs douteux enseignements. Dans son passionnant livre « Escadron de la mort, l'école française », Marie-Monique Robin a justement suivi la piste de tous ces officiers, dont l'inévitable général Ossarès, qui ont enseigné leur méthode à leurs collègues étrangers. En Argentine, elle rencontre par exemple le général Balza, qui lui déclare ceci. Les Français ont apporté en Argentine une conception néfaste et perverse qui a littéralement empoisonné l'esprit des officiers de ma génération, celle de l'ennemi intérieur. Jusqu'à leur arrivée, notre armée, comme n'importe quelle armée du monde, se préparait à se défendre contre l'agression éventuelle d'un ennemi extérieur, en l'occurrence pour nous, un pays voisin comme le Chili ou le Paraguay. À partir du moment où a été introduit ce concept de l'ennemi intérieur, nous avons tous, et moi y compris, intériorisé le fait que l'ennemi contre lequel nous allions avoir à nous battre était notre propre concitoyen. C'était celui avec qui peut-être nous étions en train de déjeuner, le professeur de nos enfants ou notre voisin, bref, tous ceux
dont nous ne partagions pas les idées et qui pouvaient avoir de près ou de loin des affinités avec le communisme présenté comme le mal absolu ou avec le mouvement péroniste considéré comme un sous-produit du premier. En d'autres termes, à longueur de conférences, les assesseurs français n'ont cessé de nous dire que désormais, le champ de bataille était le territoire argentin lui-même et que pour détruire les idées subversives qui mettaient en péril les valeurs chrétiennes de notre civilisation occidentale, il fallait détruire l'homme lui-même. En fait, à partir de la fin des années 1950 jusqu'à la veille du coup d'État de mars 1976, l'armée s'est préparée à livrer une guerre fratricide et à se comporter comme une véritable armée d'occupation dans son propre pays. Le livre de Marie-Monique Robin a été publié par La Découverte. À noter, parmi les nombreux ouvrages de Pierre Vidal-Naquet, réédités récemment chez le même éditeur, Les crimes de l'armée française, Algérie 1954-1962, et puis aussi La torture dans la République, essai d'histoire et de politique contemporaine 1954-1962, édition de Minuit 1998.